Salut à tous, c'est Eliacide, je vous souhaite la bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de la maîtrise des désirs, qui est un sujet auquel je m'intéresse beaucoup en ce moment. Alors on est tous animés par des désirs, rien que le fait de vouloir manger à sa faim, de vouloir survivre, finalement c'est catégorisable comme un désir. Selon moi on a plusieurs catégories de désirs. On a les désirs qui sont de l'ordre des besoins, c'est-à-dire que si on ne les accomplit pas, c'est tout simplement pas possible de survivre, donc manger, boire, dormir, etc. Ensuite, on a les désirs matérialistes, donc le fait de vouloir, par exemple, des nouveaux vêtements, une nouvelle voiture, une belle maison, enfin, ce genre de choses. Et puis ensuite, on a les désirs de création. Donc, les désirs de création, ça va être tout ce qui va être création artistique. Donc, par exemple, faire de la musique, faire de la peinture, faire du dessin, de la sculpture, ce genre de choses. Et tout ça, ça traverse à peu près tous les humains à différents moments de nos vies. La définition exacte du désir, c'est un mouvement qui porte les humains à vouloir posséder quelque chose ou atteindre un but qui devront leur procurer une satisfaction. C'est donc un état caractérisé par des sentiments de manque, de privation ou d'incomplétude. Du coup, on va surtout s'intéresser aux désirs que je considère matériels en opposition aux désirs de création. Au passage, je tiens à dire que cette vidéo est purement subjective, hein. Je n'ai aucun diplôme, je ne suis pas philosophe, je ne suis pas psychologue, donc il y a peut-être des choses que je vais dire qui seront fausses. Mais voilà, le but c'est plutôt juste de vous partager ma vision du désir en général. Du coup, c'est impossible de parler de désir sans parler d'ego. L'ego, c'est ce à quoi s'identifient la plupart des gens, c'est votre identité, c'est votre prénom, c'est qui vous êtes. C'est le prisme à travers lequel vous voyez la réalité, qui est relativement trompeur, puisque du coup on n'a pas tous le même prisme. Et souvent, l'ego, il a la volonté d'accumuler du confort, de plus en plus, voire même au détriment des autres. Par exemple, des égos surdimensionnés comme celui de Poutine ou de Trump, ils veulent grappiller du territoire un petit peu de partout, ils veulent que leur pays soit le plus gros possible, ils veulent que tout le monde les regarde et qu'ils soient les plus forts. Pourquoi ? Parce qu'au fond, l'ego a une énorme peur, c'est celle de disparaître, de laisser la place à autre chose que lui et de ne plus avoir la capacité d'influencer la réalité. C'est pour ça qu'il essaye de se blinder contre cette mort, contre cette fin qui est finalement inévitable. Donc en fait, on part de désirs qui à la base sont essentiels, et une fois que l'ego a satisfait ses désirs, en fait, il en veut plus. Le problème de l'ego, c'est qu'il a beaucoup de mal à s'arrêter, et il veut toujours plus consommer, toujours plus s'éloigner du moment présent, qui lui rappelle qu'il n'est pas éternel. Les désirs matériels nous éloignent du moment présent, parce que quand vous pensez à la future voiture que vous allez avoir, quand vous pensez aux vêtements que vous allez acheter, vous n'êtes pas dans le moment présent, vous n'êtes pas à kiffer avec ce que vous avez déjà, mais vous pensez à avoir mieux, toujours plus. Une sorte de soif d'idéal. Et ça pose problème, parce que même une fois que vous avez acquis le besoin matériel, la chose que vous vouliez, qui était l'objet de votre désir, vous vous sentez toujours vide. Parce que, en fait, ces choses, elles viennent combler un manque. Et donc, du coup, ça va vous apporter du plaisir, mais ça va pas vous apporter du bonheur. Ça vient juste combler un manque jusqu'à ce qu'un autre manque surgisse. Et ça, faut savoir que ça finit inévitablement par arriver. Parce que si vous suivez aveuglément votre plaisir, il n'y a aucune raison que vous vous arrêtiez, puisque ça vous fait plaisir. Donc de toute façon, rien ne vous arrête. Donc en gros, on peut un petit peu comparer l'ego à un trou noir qui n'est jamais rempli, qui a toujours besoin de plus et qui engloutit toujours plus de choses. Ou en tout cas qui cherche à engloutir plus de choses. Et j'ai peut-être une théorie sur cette structure, de pourquoi en fait on a cette structure de l'ego qui est un petit peu trou noiresque. Dans mon expérience avec les substances, et notamment dans un trip que j'ai posté sur ma chaîne, donc le combo de DMXE et de kétamine, j'avais ressenti un petit peu une sorte de vide en fait, que j'avais ressenti le fait que le vide était à l'origine de notre existence. Parce qu'en gros, sans vide, sans espace vide, on pourrait pas exister, nous on n'aurait pas la place d'exister. Il faut qu'il y ait un espace, un vide à un moment donné qui soit là, qui soit présent pour qu'on existe. Et du coup, notre existence, elle est vraiment interdépendante de ce vide. Voire même, elle est même intrinsèque à ce vide, et ce vide est intrinsèque à nous. Et d'ailleurs, dans les expériences de mort de l'ego, dans les expériences de samadhi, c'est un petit peu ça qu'on ressent. C'est le tout créateur, cette espèce de force à l'origine de toute chose, mais qui en fait émerge du néant. Et donc du coup, vous l'avez compris, on a ce vide existentiel en nous, tout le monde cherche un petit peu sa place, cherche un petit peu ce qui lui plaît, ce qui le passionne, voilà. Et moi, je suis intimement convaincu que cette espèce de vide existentiel qu'on a tous, au lieu d'essayer de le combler, de le remplir, il faut en faire émerger des choses, par la création donc.
Comme j'avais dit dans ma vidéo où je raconte mon trip report sur un Nexus Flip, donc un mélange MDMA de CB, j'avais eu l'impression d'avoir la réponse à la question « Quel est le but de la vie ?» Et du coup, j'avais eu plusieurs réponses, entre guillemets, à cette question. Je vous invite à aller voir la vidéo pour comprendre de quoi je parle. Et j'avais notamment eu des révélations sur le processus créatif. Donc en fait, pendant ce trip, j'ai remarqué que les humains ont inventé des arts qui correspondent à chacun de leurs sens, avec certains arts même qui combinent deux sens. Donc par exemple, la cuisine, c'est l'art qui est associé au goût. La peinture, la sculpture et tout ça, ça va plutôt être associé à la vue. La musique, ça va être associé à l'ouïe. Le toucher, ça va être associé au sport. Et la parfumerie, c'est ce qui va être associé à l'odorat. Et du coup, on a plein de sous-branches, de sous-catégories de trucs. Voilà, par exemple, il y a plein de sports différents, il y a plein de genres de musique différentes. Et du coup, après, les gens vont se diriger vers ce qu'ils aiment. Et donc faire émerger quelque chose de soi, de ce vide, et c'est ça en fait, c'est participer à cet élan créatif, à toutes ces choses qu'on a inventées. Et quand vous êtes occupé à créer, vous n'êtes pas occupé à consommer. Évidemment, pour que ces arts soient utiles, entre guillemets, il faut qu'il y ait quelqu'un pour les regarder, pour les consommer au final. Donc il y a un processus de consommation des arts, mais qui n'est pas du tout pareil que le processus de consommation basique de, par exemple, manger quelque chose, acheter des vêtements, etc. Ça va pas du tout être pareil. Parce que quand on consomme de l'art, il y a une sorte de graine de la création qui est plantée en nous. Ça donne envie de faire pareil, en fait, quelque part. Et en plus de ça, les arts, c'est quelque chose qui réunit énormément les hommes. Par exemple, on voit très bien que dans les festivals ou ce genre de choses, ou même, par exemple, pour les Jeux Olympiques, toutes les différences sont mises de côté, que ce soit les différences de religion, de couleur de peau, et tout le monde se réunit pour faire quelque chose. Tout le monde est réuni autour d'une passion commune, et ça peut créer des amitiés, ça peut faire plein de choses. Il y a aussi pas mal de gens qui vont en soirée techno. Les soirées techno sont réputées pour être des espaces de tolérance, où c'est vrai que les gens sont très tolérants. Et il y a des personnes qui n'ont pas confiance en elles, qui ont des problèmes de confiance en soi, qui vont dans ce genre de soirée et qui découvrent une vibe de tolérance qui les aide vraiment à s'accepter eux-mêmes. Et tout ça, c'est possible grâce à la création qui n'a pas de frontières, en fait, qui fait que les gens se réunissent autour d'une passion commune et kiffent et sont tolérants les uns envers les autres. À l'inverse des endroits où l'ego est très prôné, notamment dans les entreprises, dans tout notre système capitaliste, qui crée plus de division entre les humains que de tolérance et de partage. Et donc ce qui se passe quand vous allez plutôt consommer plutôt que créer, vous renforcez cet ego qui cherche à vous individualiser, à vous distinguer par rapport aux autres, plutôt que de créer des valeurs de tolérance. Et au maximum de l'ego, il y a par exemple le sentiment de supériorité par rapport à quelqu'un parce qu'il n'est pas de la même couleur de peau. Voilà, on tombe dans des trucs comme le racisme, l'homophobie, ça c'est que des trucs qui sont liés à l'ego, qui sont liés à une recherche d'individualisation, de distinction malsaine. Parce que quand on cherche à se distinguer, on va juger ce que l'on considère comme supérieur et comme inférieur. Et aujourd'hui, les marques de distinction dans notre société, ça va être surtout l'argent qu'on possède, les habits qu'on a, la voiture qu'on a, etc. Donc grosso modo, ce qui va être de l'ordre des désirs matériels. Et pourquoi cet ego a besoin de se sentir supérieur, de se sentir puissant ? C'est parce qu'au fond, il a peur. Il a peur parce qu'il sait qu'il n'est pas immortel. Et cette peur de disparaître, ça le terrifie. Comme je disais quelques minutes plus tôt. Donc en fait, souvent, les désirs vont intervenir pour vous sortir du moment présent dans lequel vous avez peur, que ce soit parce que vous avez vécu des traumatismes ou parce que vous avez tout simplement cette angoisse de vide existentiel. Et du coup, vous avez besoin d'un divertissement pour fuir cette souffrance. D'ailleurs, on a tous cette souffrance en nous parce que la naissance en elle-même, c'est probablement l'événement le plus traumatisant qu'un humain vit au cours de sa vie. On passe d'un endroit où on n'a aucun besoin, où on est comblé, on a toute la nourriture qu'il faut, où il fait chaud, donc en gros, dans le ventre d'une mère, voilà, on a tout ce dont on a besoin. Et puis, d'un coup, on nous arrache à ce confort qu'on avait pour entrer en contact avec une réalité qui est froide, avec de la lumière hyper forte qui aveugle, avec de l'air qui rentre dans les poumons, qui brûle les poumons du nouveau-né, parce que vraiment, c'est le nouveau-né, il n'est pas habitué. Bon, ça brûle pas littéralement, mais voilà, lui, il le ressent comme quelque chose de douloureux. Et donc, on vit un truc hyper violent au moment où on est le plus fragile psychologiquement. Parce qu'un nourrisson est vraiment surdépendant de ses parents. Du coup, même les gens qui disent qu'ils n'ont pas de traumatisme particulier, en fait si, parce qu'on subit tous le traumatisme de la naissance. Et voilà pourquoi on est tous concernés par cette consommation de fuite, entre guillemets. Donc comme nos désirs matériels constituent une sorte de trou noir, avec toujours de nouveaux désirs et de nouvelles envies, et donc toujours des manques et des frustrations, le but, ça va être de faire cesser le désir matériel à la base.
Vous notez que j'ai bien dit désir matériel. Donc vraiment éteindre cette flamme du désir, ça va consister à se libérer du désir lui-même, plutôt que de croire qu'il faut satisfaire ce désir pour l'étouffer. En fait, si vous satisfaites le désir au lieu de vous en libérer, eh ben vous l'attisez, vous le rendez plus fort. Et une des méthodes pour s'en libérer, ça va être d'essayer d'être le plus observateur possible de vos désirs. Souvent, le désir, ça va être quelque chose de compulsif, parce que comme on l'a dit, c'est quelque chose qui vous sort du moment présent, donc qui est lié à cette peur du moment présent. Donc quelque chose d'assez compulsif, qui va intervenir sans rationalité particulière, parce que ça vient à la base d'une peur. Donc dites-vous simplement que ces désirs ne sont pas rationnels et que même s'ils ont l'air très réels, qu'ils ont l'air d'être très légitimes, et ben en fait au final ils le sont pas vraiment. Vous n'avez pas vraiment besoin d'un 46e pull, ni de finir multimillionnaire avec une Rolex au poignet pour être heureux. Quand vous avez un désir matériel qui survient, demandez-vous vraiment au fond de vous si vous en avez vraiment besoin. Et si la réponse est non, soyez simplement observateur du désir, sans vous y accrocher, sans vous identifier à celui-ci. La plupart des gens sur Terre pensent que c'est en maximisant le plaisir qu'ils seront heureux. Alors qu'en fait, comme on a vu, c'est faux, puisque le plaisir n'est que le soulagement du manque provoqué par le désir. Mais tout ça, vous allez me dire sûrement que c'est assez évident, et qu'on entend souvent ça dans les discours des philosophes. Mais c'est important de le rappeler parce que souvent, on n'est pas en pleine conscience. On vit un petit peu notre vie comme des pilotes automatiques, et du coup, on a du mal à identifier quand est-ce que nos désirs sont vraiment légitimes. Et qui plus est, on vit dans une société qui valorise extrêmement la satisfaction des désirs au final. Donc qui incite à consommer, qui incite à acheter, etc. Et ça rend très malheureux. Et c'est vraiment quelque chose d'omniprésent dans nos villes, et même sur nos téléphones, on a tout le temps des pubs, etc. Les injonctions à la consommation sont extrêmement fortes, donc c'est pas toujours évident. Mais gardez bien en tête, vraiment gardez bien en tête ce truc-là, de vous dire que les désirs matériels ne font pas le bonheur. Même s'il en faut un minimum pour juste vivre et avoir de quoi se faire plaisir de temps en temps. Il y a des études qui montrent qu'au-delà de 5 000 € par mois net, notre niveau de bonheur n'augmente pas. Souvent, le discours ambiant, un petit peu qu'on retrouve sur les réseaux sociaux et sur YouTube et tout ça, va vous dire que l'argent, c'est la liberté aussi. On vous propose d'acquérir, enfin en tout cas de vous expliquer comment acquérir une liberté financière. Mais dites-vous bien que même les personnes les plus riches de la planète sont au final elles-mêmes esclaves du système qu'elles entretiennent. Puisque les milliardaires qui possèdent des entreprises font de la pub pour leur entreprise, pour que vous achetiez leurs services, et donc que ces milliardaires soient de plus en plus riches pour eux-mêmes pouvoir consommer. Donc vous voyez bien le piège. Ne soyez pas attirés par ce qui brille et allez chercher la lumière en vous. En plus de ça, j'ai regardé une vidéo aujourd'hui qui explique que souvent le désir est mimétique, c'est-à-dire que on désire ce que les autres désirent. Un exemple de ça, c'est que souvent dans les fratries, donc entre frères et sœurs, si un enfant délaisse un jouet, mais que d'un coup son frère ou sa sœur s'intéresse à ce jouet, eh bien il va automatiquement y réaccorder beaucoup plus d'importance. Donc au final, vos désirs ne sont même pas forcément vos propres désirs. Du coup, vous voyez bien l'absurdité de dire que c'est en étant riche, donc en pouvant satisfaire le plus possible ses désirs matériels, qu'on est libre. C'est une aberration de dire ça. Et là, il y en a certains qui émettraient une critique envers ce que je viens de dire, en disant oui, mais si ça permet quand même d'être plus libre, parce que du coup tu peux aller où tu veux, tu peux voyager, tu peux acheter ce que tu veux, tu peux faire ce que tu veux. Mais est-ce qu'être libre, c'est vraiment faire ce qu'on veut ? Parce que dans une logique égoïste, ce qu'on veut, ce qu'on fait, c'est s'éloigner du moment présent et donc ne pas se contenter de ce qu'on a déjà, donc vouloir mieux. Ce qui vous a poussé à acquérir plus d'argent pour avoir une liberté financière, c'est une logique égoïste. Et on voit très bien que souvent les personnes millionnaires ou milliardaires, elles en veulent toujours plus, elles continuent toujours plus de s'enrichir. Elles ne s'arrêtent pas pour aller faire de l'humanitaire. Même si parfois c'est le cas, souvent elles veulent encore plus s'enrichir. Et quand vous vous enrichissez, en réalité vous nuisez aussi aux autres, parce que vous leur faites acheter vos produits ou vos services, et donc vous leur faites de la pub pour leur dire qu'ils ne sont pas assez bien dans leur moment présent et qu'ils ont besoin de ce que vous leur proposez. Et du coup, en parlant des autres, l'altruisme, ça va être une des clés pour être heureux. Il n'y a rien qui rend plus heureux quelqu'un que de faire des actions pour les autres, de faire des cadeaux pour les autres. Se mettre à la place des autres, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Et même si des fois on n'a pas envie de penser à certaines choses, certains problèmes des autres ou quoi, eh bien c'est quand même intéressant d'essayer de se plonger dans leur vie, d'imaginer ce que c'est par exemple
d'être un immigré, imaginez ce que c'est d'être une femme battue, etc. Ça permet d'une part de se rendre compte de la chance qu'on a, donc de se rendre compte que le moment présent dans lequel on ne vit pas ces choses horribles, eh bien c'est quelque chose d'effectivement extrêmement précieux, et ça peut aussi vous donner envie d'agir pour certaines causes. Je pense que essayer de se mettre à la place des autres et penser aux autres, penser aux problèmes de ses compatriotes, ça permet de cultiver l'amour. Et l'amour et l'empathie aujourd'hui, c'est des choses qui sont en train de se perdre dans notre société, alors que c'est des caractéristiques qui font fondamentalement partie de ce qui nous constitue dans notre essence d'être humain. Parce que l'égoïsme, c'est penser à son plaisir avant celui des autres, voire même au détriment des autres, alors qu'en fait, pour être vraiment heureux, on a besoin de prendre en compte les autres. C'est juste que la plupart du temps, on va se voiler la face parce qu'on veut pas admettre ça, car ça freinerait notre possibilité d'assouvir nos désirs parce qu'on serait rattrapé par la morale. Donc si vous voulez vraiment un exemple concret de ça, eh ben non, on se retient d'acheter chez Shein qui exploite ses travailleurs et qui fait de l'esclavage moderne. Même si c'est moins cher, même si c'est tout ce que vous voulez, on se retient. Parce qu'au fond, ça implique des choses qui, au fond de vous, vous rendent vraiment malheureux. Et même les gens qui s'en foutent complètement des autres, en fait, au fond, ils s'en foutent pas vraiment parce qu'on est tous interdépendants. En fait, il faut essayer de voir l'humanité comme un ensemble et pas comme une masse d'individus. Dites-vous que si au nom du désir, il y a un sacrifice pour quelqu'un d'autre, au détriment de quelqu'un d'autre, ou au nom de la planète, on y reviendra plus tard sur l'écologie, eh bien c'est que l'objet du désir que vous avez ne vous rendra pas foncièrement heureux et ne vous comblera pas du tout. Du coup, je vais parler rapidement de la crise climatique, comme je le disais juste avant. Alors, il y a vraiment une intersectionnalité entre le fait d'agir pour la planète et le fait de maîtriser ses désirs. Parce que actuellement, si la planète va mal, entre guillemets, si il y a cette crise climatique, c'est avant tout parce qu'on consomme trop, donc parce qu'on a trop de désirs. Pourquoi ? Parce que cette consommation excessive, jusqu'à maintenant, nous a permis de nous développer économiquement. Sauf qu'on voit bien que c'est plus possible de faire ça maintenant. On ne peut plus baser notre modèle économique sur la consommation parce qu'on voit bien que on court tous à notre perte si on fait ça. Donc ce qu'il est important de comprendre, c'est que au bout du tunnel, c'est la mort qui nous attend. C'est pas seulement un choix. C'est-à-dire que si on ne commence pas à essayer de maîtriser nos désirs maintenant, on va littéralement tous crever. Donc c'est vraiment un enjeu de société. C'est pas seulement un choix de vie. Et au-delà de ça, vous serez plus heureux si vous arrêtez de suivre aveuglément vos désirs. Parce qu'au fond, ce n'est pas se vautrer dans la satisfaction, dans le plaisir de satisfaire vos désirs qui vous rendra heureux. Ce sera plutôt vous dépasser, créer des choses, accomplir des projets, faire de grandes choses finalement, des choses qui vous transcendent, qui vous rendra vraiment heureux. Maîtriser ses désirs, ça permet aussi d'atteindre la paix intérieure. Les désirs, ils vont en quelque sorte vous agiter intérieurement, créer de la tension. Et ça peut être des causes de stress dans votre vie, parce qu'on s'invente des problèmes au final. On se dit, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Il me manque telle chose, et on est fait de telle manière à ce que quand il nous manque quelque chose, c'est que ça va pas, il faut corriger ce truc-là. C'est que finalement, notre survie est en danger. Donc avoir beaucoup de besoins matériels qui peuvent pas être satisfaits rapidement et simplement, ça crée beaucoup de manque, et donc beaucoup de stress. À part ça, moi, il y a un truc qui m'a beaucoup turlupiné, étant consommateur de substances. Je me demandais si, justement, le fait de, entre guillemets, prendre du plaisir avec des drogues, donc qui le donnent facilement, c'était pas quelque chose d'égoïste au final, et que je me suis demandé si ça me nuisait ou pas. Alors déjà, par définition, prendre des substances qui diminuent l'ego, enfin qui vous aident à vous en libérer, ça ne peut pas vraiment être égoïste. En plus de ça, on sait que les psychédéliques, il y a forcément des phases de moins bien, donc finalement c'est une épreuve au final, c'est un ensemble. C'est pas simplement une prise de plaisir rapide et instantanée comme on pourrait le faire avec un rail de coke ou un rail d'héros. Il y a aussi beaucoup de campagnes de culpabilisation en ce moment envers les usagers, avec des prises de parole dans lesquelles certaines personnes, comme le ministre de l'Intérieur actuel, disent que les usagers de drogue auraient du sang sur les mains car ils participent au trafic, alors que la seule solution pour arrêter le trafic de drogue et les morts qu'il cause, c'est tout simplement de légaliser. Donc ceux qui ont vraiment du sang sur les mains, c'est les parlementaires. Donc il ne faut pas que vous vous sentiez coupable de consommer des substances. En plus, c'est à peu près dans la nature humaine, on va dire, puisque depuis la nuit des temps, on transcende nos états de conscience. La seule raison pour laquelle vous pourriez vous sentir coupable de consommer, c'est par exemple si, je sais pas, vous volez vos proches, vous volez de l'argent à vos proches pour pouvoir financer votre consommation. C'est si vous faites vraiment directement du mal aux autres afin de vous procurer votre substance. Il faut aussi faire attention à pas tomber dans l'addiction,
Auquel cas, c'est normal de se sentir coupable parce qu'on détruit son corps, on détruit sa santé qui est une valeur capitale. Mais voilà, j'en parle parce que moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup traversé. Un petit peu, je me suis senti des fois coupable de consommer des substances alors qu'en vrai, il faut pas. Donc cet aparté sur les substances étant fini, je voulais vous dire que selon moi, la façon la plus efficace de se libérer de ses désirs, c'est de faire les choses petit à petit. Parce que c'est un processus qui est assez violent. Quand on essaye de sortir un petit peu de tout le confort moderne dont on bénéficie aujourd'hui, c'est encore plus difficile que le processus de base, qui est déjà difficile. Donc en gros, petit pas par petit pas, essayez de diminuer par exemple les réseaux sociaux, diminuer vos grignotages. Je sais que moi par exemple, j'étais quelqu'un qui grignotait énormément avant. Mais petit à petit, en essayant de repousser le moment où j'allais assouvir le désir, eh ben, j'ai réussi à m'en libérer au final. Et ça, c'est un conseil qu'on donne souvent, par exemple, aux personnes qui essaient d'arrêter la cigarette ou même qui essaient d'arrêter l'alcool et la drogue de manière générale. C'est d'attendre, en fait. D'attendre seulement 5 minutes au lieu de satisfaire le désir immédiatement. Le sport peut aussi énormément aider parce que c'est quelque chose qui vous permet de vous dépasser. Donc, quand vous en pouvez plus, quand vous êtes à la fin de votre séance, continuez ne serait-ce que 2-3 minutes. Et en gros, c'est le fait de casser cette espèce de petit lien qui vous retient d'aller plus loin, ne serait-ce que pendant quelques minutes, et ça fait toute la différence. Et je vous jure que quand on casse ce petit truc qui nous retient à notre zone de confort, on peut faire des choses qu'on soupçonnait pas pouvoir faire avant. Et ça crée un sentiment d'accomplissement de soi incroyable, qui est bien mieux, bien plus plaisant que justement rester dans cette zone de confort qui vous apporte un peu du plaisir facile. Rappelez-vous toujours que ce qu'il y a au bout de ce chemin-là, ce qu'il y a au bout de vos efforts, des efforts que vous faites pour vous libérer de vos désirs, c'est le nirvana finalement. C'est vraiment la libération ultime. C'est ce qui vous permettra d'être productif autant que vous voulez dans votre vie et de faire vraiment les choses qui vous tiennent à cœur. Le but, ça va être d'essayer de gagner en force mentale, en fait. Et c'est cette force mentale qui va vous permettre d'aller plus loin. J'ai conscience que mon discours peut être un petit peu décousu et un petit peu difficile à comprendre, parce que c'est très clair dans ma tête, mais c'est assez compliqué à essayer de vous retranscrire ça. Mais je vous le dis du plus profond de mon être que rien ne m'a plus aidé, rien ne m'a rendu plus heureux que d'essayer de me libérer de mes désirs. Et je suis intimement convaincu que c'est ça qui va nous permettre de passer, entre guillemets, au stade supérieur de l'humanité. D'être dans un monde où tout le monde est plus conscient de ce qu'il fait, où tout le monde est plus conscient de ses failles, et donc plus conscient de comment déjouer ses failles. Dites-vous que vous libérer de vos désirs, ça permettra un monde plus beau, plus juste, plus équitable, avec moins de souffrance, que ce soit pour vous et pour les autres. Et à présent, je vais laisser la parole à mon ami youtubeur Nuit, que vous connaissez peut-être, qui fait aussi des vidéos sur les psychédéliques et sur la consommation spirituelle de ces derniers. Il avait aussi quelques trucs à dire et du coup, je lui ai proposé d'intervenir dans ma vidéo. Et du coup, je vous laisse écouter ce qu'il a à dire. Coucou tout le monde, alors moi c'est Nuit et Elias quand il m'a partagé sa vidéo, il m'a aussi proposé peut-être rajouter des informations sur justement le désir qui me paraissait importante. Alors pour moi, il faut faire une différence entre le désir et le plaisir parce qu'on a l'impression que le désir c'est juste ce qui va aboutir au plaisir alors que quand on observe la chose de près, on se rend compte que le désir et le plaisir n'ont pas grand-chose à voir. Parce qu'au final, le désir qu'on a dans sa tête, du coup de projeter peut-être le plaisir, fait qu'on ne voit pas le plaisir tel qu'il est. Et qu'au final, un désir quel qu'il soit, de par exemple coucher avec une personne, fumer une cigarette, manger un plat en particulier, n'est pas pareil dans notre tête comme on imagine le plaisir de comment au final il est concrètement, dans la situation concrète. Et ça, c'est déjà une différence que pour la plupart, on ne remarque pas. On a l'impression vraiment d'assimiler directement le désir au plaisir. Et il y a quelque chose qui, moi, pendant longtemps, quand j'entendais, oui, il faut se libérer de ses désirs, il faut se libérer de ses désirs, je trouvais qu'il y avait quand même un côté assez, on va dire, morne dans le sens où je me disais ouais mais après il y a quoi, est-ce qu'on doit juste être posé en haut d'une montagne en train de méditer toute la journée et de n'avoir aucun désir? Et au final je pense que c'est différent, qu'au final la libération du désir n'est pas se libérer du désir mais libérer le désir. La libération du désir, c'est lui qui est libéré. Je pense que justement notre désir est enchaîné,
que notre désir avec le conditionnement. Par exemple, le conditionnement, on va être conditionné à, par exemple, aimer des fast-foods avec les publicités. Les publicités sont littéralement là, comme l'a dit Eliacide, pour manipuler nos désirs. Et voilà, et il y a plein d'autres choses où, par exemple, on va nous faire sentir de la honte pour certaines émotions ou certaines choses qu'on va vouloir, etc., qui va faire qu'en grandissant, notre désir, justement, il est réprimé. Il est réprimé. Et je pense que c'est pas forcément la chose à faire, voire pas du tout de réprimer le désir. Je pense que la répression n'est pas quelque chose qui, pour moi, marche, qui est vraiment efficace sur le long terme, surtout quand on parle d'une libération, d'un épanouissement, d'un éveil. Je pense que justement, il faut aller et comprendre les chaînes qui enchaînent notre désir et de s'en libérer. Et justement, pour se libérer de ces chaînes, je pense que l'observation, la pleine conscience sont des choses vraiment importantes. Et vu qu'on est sur une chaîne qui parle aussi de la consommation des substances et que moi aussi c'est un domaine que j'aborde énormément, je pense qu'il y a de nombreuses molécules qui permettent de prendre un recul ou d'avoir un autre angle de vue sur le désir. Et chaque famille de molécules, c'est une manière différente. Par exemple, pour moi, les dissociatifs, on peut vraiment prendre du recul et se voir vraiment de l'extérieur. Et voilà, des choses qu'on ne comprend même pas, de les voir, on va dire de les voir avec un angle différent, de vraiment se voir d'un point de vue extérieur. Alors que, par exemple, avec les psychédéliques, c'est plus quelque chose vraiment d'intérieur. On va voir comment le désir se manifeste. Ah, j'ai envie de fumer, du coup, mon estomac se contracte, du coup, je suis en train de créer de la tension, comme ça, il y a plus de tension, et ça dit à mon corps, va, et tu pourras libérer cette tension quand tu fumeras. Mais au final, c'est aussi moi qui ai créé la tension inconsciemment d'une certaine manière. Et voilà. Voilà. Du coup, je pense vraiment que la libération du désir, au final, ça peut donner quelque chose de très beau, parce que justement, c'est les chaînes qui entravent notre désir, elles entravent notre âme en général. Et je pense qu'au final, si on enlevait les délires de base, comme toute la société qui est bloquée un petit peu dans, on va dire, des trucs à la con, comme, je sais pas, manger des fast-food, passer la journée à scroller sur son téléphone, la pornographie aussi. Voilà, je pense que j'ai parlé d'addictions assez communes. Par exemple, voilà, les addictions, la cigarette, l'alcool, des trucs vraiment, on va dire, très répandus, alors que vraiment la cigarette et l'alcool, c'est vraiment des substances de merde. Genre, il y a on va dire le côté plaisir comparé au côté souffrance, c'est vraiment un ratio incroyablement nul, genre claqué au sol. Et justement, quand on se libère de ça, la libération du désir, ça peut être ouf, parce qu'on peut se rendre compte que peut-être qu'on avait le désir de danser, d'écrire, de chanter, de vivre ses rêves au final. Parce qu'au final, les rêves d'enfant, c'est quoi? Les rêves d'enfant, c'est des désirs. C'est des désirs. Le désir, c'est le fait de vouloir quelque chose qu'on n'a pas. Et voilà. Par exemple, un rêve d'enfant, quel qu'il soit, aussi fou qu'il soit, réaliser un rêve d'enfant, je pense que c'est quelque chose de bien plus beau et de bien plus épanouissant que de réaliser un désir qu'on nous a conditionné. C'est-à-dire, on pourrait jouer le jeu de la facilité et dire, ok, la société veut que, je sais pas, on ait genre un travail, une femme, une voiture, des enfants, etc. et juste faire ça. Est-ce que c'est ça le bonheur? Personnellement, je pense pas. Je pense qu'il faut creuser plus profondément et voir ce dont on a vraiment envie. Du coup, voilà. Si je devrais résumer mon message, c'est plutôt que d'avoir peur de ne plus avoir de désir et que la vie devienne fade, essayez de comprendre que les désirs, on peut les libérer, qu'il y a plein de choses que vous pensez vouloir, qu'au final, vous voulez peut-être pas, qu'on vous a juste répété que vous le voulez, et que voilà. À partir du moment où vous observez vos désirs, il y a la capacité, la possibilité plutôt, de les libérer. Voilà, j'espère que vous avez apprécié mon petit passage dans cette vidéo. Et voilà, merci beaucoup à Eliacide pour cette invitation. N'hésitez pas à aller checker sa chaîne parce qu'il fait du très bon travail et je vous laisserai le lien en description. Et c'est aussi grâce à lui que je me suis lancé sur YouTube, c'est lui qui m'a inspiré, c'est lui qui m'a poussé à vraiment faire ma chaîne. C'est aussi lui qui m'a appris beaucoup de choses sur ce que je sais, notamment sur les combos et aussi sur la spiritualité en général.
Donc c'est aussi grâce à lui que aujourd'hui je vous parle. Et du coup, je vais ajouter une dernière chose. Il n'y a absolument pas à avoir de culpabilité à avoir des désirs matériels, c'est tout à fait normal. On est câblé comme ça parce que les désirs matériels généralement nous apportent du confort ou du plaisir. Et le fait d'être attiré par ça, attiré par le confort et le plaisir, c'est aussi ce qui a permis à l'espèce humaine de survivre. C'est notre ego qui nous a fait nous dire un jour, tiens, ce serait quand même vachement plus simple si au lieu d'aller buter des bisons, on les faisait se reproduire dans un enclos et qu'on prenait des arbres et qu'on les plantait pour faire de l'agriculture. Parce que c'est plus confortable et ça a permis de répondre à nos besoins de base. Donc on n'a pas de culpabilité à avoir, mais maintenant il faudrait essayer d'intégrer ça et de comprendre que c'est plus par ce chemin-là qu'on va pouvoir survivre et que c'est même en train de nous détruire parce que ça détruit la planète. Notre surproductivité due à notre surconsommation détruit la planète et donc va finir par nous tuer. Et cette surconsommation est elle-même liée à notre ego qui nous crée des désirs matériels. Voilà, c'était tout pour moi. N'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis pour qu'eux aussi puissent se libérer du désir. N'hésitez pas à re-regarder la vidéo, peut-être la regarder un petit peu moins vite. Essayez de garder un esprit critique sur ce que je dis. Essayez d'aller plus loin, de questionner ce que je raconte. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à venir me rejoindre sur Discord. J'essaye de répondre à un maximum de gens. Pour l'instant, je pense que j'ai répondu à n'importe qui m'a envoyé un message. Donc n'hésitez pas si vous voulez échanger, si vous voulez creuser un petit peu avec moi en DM ce sujet des désirs. Et sur ce, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Salut!